بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. À Bagdad, un nouvel attentat fait 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. Une voiture piégée a explosé au milieu d'une procession de fidèles chiites en plein pèlerinage. Une situation à bien des égards hors de contrôle en Syrie, affirme John Kerry. À Genève, le secrétaire d'État tente d'arracher une trêve à Alep où les combats entre rebelles et régime ont repris après une semaine des plus meurtrières pour ses habitants. À 6 jours des municipales, le courant du futur et les forces libanaises réaffirment leur partenariat à la Maison du Centre. Saad Hariri et Samir Jaja dénoncent une guerre d'extermination contre les civils syriens. Une voiture a explosé ce lundi en pleine procession religieuse à Bagdad. Le bilan est de 14 morts au moins et 41 blessés, dont des femmes et des enfants. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais ce genre d'attaque est habituellement mené par le groupe État islamique. Et c'est justement par respect à cet important pèlerinage chiite que les manifestants pro-Sadr ont quitté hier la zone verte de la capitale irakienne. Mais ils promettent de revenir pour mettre la pression sur le gouvernement. Noémie Roche. Ces manifestants quittent la zone verte de Bagdad par respect pour un important pèlerinage chiite. Ils ont entendu l'appel de leur chef Moqtada al-Sadr, mais ont promis de revenir. Si nos demandes ne sont pas satisfaites, le peuple utilisera tous les moyens légitimes pour parvenir à ses fins. De la prise des sièges des 3 grands ministères, en passant par la désobéissance civile, jusqu'à la grève. Excédés, ces manifestants ont investi ce week-end la zone la plus sécurisée de la capitale, où se concentrent les institutions du pays. Objectif, mettre la pression sur les parlementaires pour obtenir enfin la formation d'un gouvernement de technocrates capable d'appliquer des réformes anti-corruption. Un projet porté par le Premier ministre, mais auquel de nombreux partis s'opposent, de peur de perdre leurs privilèges. Le conflit dure depuis des semaines. Nous sommes dans une impasse. Alors je demande à tous les partis politiques de clarifier leur position et de trouver des solutions. Une crise suivie avec inquiétude par les États-Unis, qui redoutent qu'elle ne détourne les autorités de la lutte contre l'organisation État islamique. Une crainte confirmée par cet analyste. Certaines forces de sécurité et de combat ont été rappelées pour sécuriser la capitale. Par conséquent, une partie de la stratégie de défense a été mise en suspens. Le Premier ministre devra manœuvrer habilement pour tenter de sortir de cette crise politique. Qu'il choisisse le statu quo ou les réformes, tout le monde l'attend au tournant. Riyad accuse le régime syrien de crimes de guerre à Alep après un retour au calme très précaire hier. Les combats ont repris de plus belle dans la ville. Les bombardements ont fait 253 morts en 9 jours, dont une cinquantaine d'enfants. John Kerry est donc à Genève pour tenter de renouveler la trêve conclue le 27 février dernier. Mais le secrétaire d'État américain affirme qu'il ne peut rien promettre. Il décrit une situation à bien des égards hors de contrôle. Cécile Adobati. À Genève, ce lundi matin, John Kerry se montre optimiste à l'occasion de sa rencontre avec le chef de la diplomatie saoudienne. Il y a eu de nombreux dialogues hier et avant-hier. Nous approchons d'un point d'entente. Mais nous avons encore du travail à faire. C'est pourquoi nous sommes ici. Au cœur des préoccupations, Alep, grande ville du nord de la Syrie, ravagée par des bombardements. En 9 jours, ils ont fait plus de 250 morts parmi les civils. La majorité des raids sont menés par l'aviation du régime et ils ont encore repris ce lundi. Ce qui se passe à Alep est un outrage. C'est une violation de toutes les lois humanitaires. C'est un crime, une violation de tous les accords conclus à Vienne. Il n'y a qu'un seul camp avec une aviation et c'est celui de Bachar el-Assad et de ses alliés. Donc ils sont responsables du massacre de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Le régime syrien affirme que les frappes visent uniquement les groupes djihadistes pour lesquels le cessez-le-feu ne s'applique pas. Les rebelles ont pour leur part bombardé à l'artillerie lourde dimanche soir les secteurs ouest de la ville, tuant 3 civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, par ces bombardements, le régime espère pousser les civils d'Alep à l'exode avant une offensive militaire.
Face à cette tragédie, des manifestations de solidarité sont organisées un peu partout, notamment à Beyrouth, où une cinquantaine de personnes, dont Walid Jumblat et son épouse, se sont rassemblées devant le bâtiment de l'Escouat au centre-ville. Le plan de résolution de la crise des déchets avance doucement, affirme Akram Chayeb au quotidien El Hayat. Le responsable dément les rumeurs faisant état d'un retard dans le ramassage des ordures. Alors que la décharge de Namé doit fermer dans 3 semaines, le ministre de l'Agriculture assure que la fermeture aura bien lieu à la date prévue. À 6 jours des municipales, le courant du futur et les forces libanaises réaffirment leur partenariat. Hier, Samir Jaja s'est rendu à la Maison du Centre pour y rencontrer Saad Hariri. L'occasion de mettre en avant les thèmes qui rassemblent le parti sunnite et la formation chrétienne. Les 2 leaders ont ainsi dénoncé, je cite, la guerre d'extermination menée par le président syrien contre les civils à Alep. La question moins unanime de la vacance présidentielle a aussi été abordée. Un vide qui, affirme Hariri et Jaja, affecte la capacité de l'État à faire face aux crises. Et le blocage de la présidentielle a également été discuté par Saad Hariri avec Alexander Zapikin, l'ambassadeur russe au Liban, qui assure que Moscou va continuer ses contacts pour aider le pays à tenir cette élection. Nous avons parlé de nos intérêts communs, a affirmé Alexander Zapikin. Après sa rencontre avec le chef du courant du futur, un entretien qui, selon le diplomate, s'inscrit dans une volonté de maintenir la communication et de renforcer les liens entre le parti et le leadership russe depuis la visite en mars dernier de Saad Hariri à Moscou. Pour la première fois depuis 50 ans, un navire américain fait route vers Cuba. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Un navire américain a mis le cap sur Cuba. Cela n'était pas arrivé depuis un demi-siècle. Objectif, promouvoir les échanges culturels après le rapprochement historique entre les anciens ennemis de la guerre froide. Sredik Ferreira. Direction La Havane pour le paquebot américain Adonia. Première étape d'une semaine de croisière à Cuba pour les 700 passagers privilégiés à bord du bateau. Cela n'était plus arrivé depuis la révolution cubaine en 1959. Je veux voir comment ils vivent, leur musique, leur nourriture. Et puis faire du shopping, du shopping, du shopping. Cette croisière est devenue possible grâce au dégel diplomatique entre Washington et La Havane. Dernier obstacle levé, le croisiériste américain peut désormais embarquer des passagers cubains installés aux États-Unis. Une ouverture qui profite même aux responsables de la compagnie, comme ce dirigeant qui a quitté l'île il y a 47 ans. C'est la première fois que je retourne à Cuba et ça va être une expérience formidable. Je vais pouvoir voir l'île et plus nous nous en approcherons, plus je serai impatient. La compagnie a prévu d'organiser 2 croisières chaque mois vers Cuba. L'année dernière, l'île a accueilli 3,5 millions de visiteurs. Parmi eux, le nombre d'Américains a augmenté de 77% et ils devraient être encore plus nombreux à l'avenir. Parlons d'un avion à présent. Solar Impulse a repris son tour du monde. L'appareil a décollé ce matin de San Francisco à destination de Phoenix en Arizona. Piloté par le Suisse André Boschberg, il a décollé à 5 heures et son vol long d'un peu plus de 1150 km doit durer environ 16 heures et 20 minutes. Cette étape est bien plus courte que la précédente. Le Suisse Bertrand Piccard avait lui tenu les commandes durant près de 60 heures d'affilée, ne s'octroyant que quelques siestes de 20 minutes. Ils ont eu la vie dure, leur retraite sera heureuse. 33 lions maltraités ont posé la patte sur le sol sud-africain après plusieurs années de loyaux services dans des cirques au Pérou et en Colombie. Leila Sali. Les premiers pas vers la liberté après 15 heures de vol. Ce lion est arrivé avec 32 autres d'Amérique du Sud, où il a passé toute sa vie en captivité. Jusqu'à présent, ces animaux n'ont jamais marché sur de l'herbe, sur le sol. Ils n'avaient jamais senti l'odeur de la terre. Tout ce que nous essayons de faire avec ce projet, c'est de rendre à ces lions la vie qui leur a été volée pendant des années à cause de ces cirques cruels. Tous ces félins appartenaient à des cirques en Colombie et au Pérou, 2 pays qui interdisent désormais l'usage d'animaux sauvages pour les divertissements publics. Une ONG de défense des animaux a pris en charge les coûts et l'organisation de cette vaste opération, baptisée Esprit de liberté.
Une nouvelle vie pour ces félins, mais la captivité laisse des traces. Beaucoup ont les dents cassées ou les griffes arrachées. Pas question de les remettre en totale liberté. Les animaux vont devoir apprendre à vivre ensemble. Les lions sont transférés dans un enclos où ils passeront de 6 mois à 1 an. C'est un temps d'adaptation crucial parce qu'ils viennent d'un continent différent. Donc, ils doivent être surveillés de très près. Au terme de cette période d'adaptation, ils pourront évoluer librement dans cette réserve. 5000 hectares de savane fermés au public où ils seront nourris et soignés. Aux États-Unis, des millions d'étudiants sont contraints de s'endetter lourdement pour pouvoir financer leurs études supérieures. Seuls ou avec leur famille, ils empruntent des dizaines de milliers de dollars sur plusieurs années, mais ils ne parviennent pas toujours à rembourser leurs dettes à leur sortie de l'université et sont donc contraints de démarrer leur vie active déjà endettée. Gallagher Fenwick et Philippe Crozer sont allés à leur rencontre. La Caroline du Nord a inscrit dans sa constitution la gratuité de l'éducation, dans la limite de ce qui est faisable. Pourtant, toutes les institutions académiques de cet État sont payantes. À UNCA, l'université d'Asheville en Caroline du Nord, comme sur chaque campus, il y a toute une équipe qui gère les montages proposés aux étudiants. Prix d'un diplôme en 4 ans ici, un peu plus de 120 000 $ pour les non-résidents. C'est plus ou moins la moyenne nationale. De tous vos amis qui reçoivent une aide financière, y en a-t-il qui vous ont dit comment cela a impacté leur vie ici à l'université et comment ça leur a permis de se payer une scolarité? Oui, c'est ça, absolument. Oui, ils sont très reconnaissants de pouvoir venir ici. Pour beaucoup, l'engrenage de la dette commence une fois qu'ils ont passé les portes de ce bureau. Les élèves dont les parents ne peuvent pas payer leurs études se voient proposer des prêts qui se chiffrent souvent en dizaines de milliers de dollars. C'est vraiment beaucoup d'argent, mais est-ce que vous pouvez garantir que c'est un bon investissement? Oui, je pense que oui. C'est un excellent investissement. Et comment est-ce que vous mesurez cela? Oula, vous allez devoir m'aider là. La responsable de la communication qui surveille cet entretien et qui ne souhaite pas être filmée n'a pas de réponse non plus sur les critères. Le cas de Gray est rare. Comme 70% des Américains dans les universités publiques, David Augustine a dû souscrire des prêts. Au terme de sa scolarité, il est incapable de rembourser l'argent qu'il doit à Sallie Mae, l'organisme de crédit auprès duquel il a emprunté. David devient alors rappeur à plein temps. Il se fait appeler D1. Le succès est au rendez-vous, de quoi éponger toute sa dette et inspirer ce titre. Le clip est un tube sur Internet. Selon D1, le phénomène de l'endettement des étudiants ne fait pas de distinction. Noir, blanc, hispanique, il touche tout le monde. Je représente des millions de personnes qui sont allées à l'université et ont eu un diplôme ou non et dont les familles n'étaient pas suffisamment riches pour leur payer toutes leurs études. Ces personnes ont dû contracter des emprunts. Je représente toute ma génération, toutes celles et ceux qui bossent mais ne gagnent pas assez pour régler leurs factures de fin de mois et rembourser leurs dettes étudiantes. Le rappeur fait voyager sa chanson sur les campus à travers les États-Unis. Chacune de ses apparitions déclenche une conversation sur un sujet qui touche les 40 millions d'Américains qui, contrairement à l'artiste, n'ont pas fini de rembourser une dette étudiante colossale. De quoi faire de la chanson phare de D1 l'hymne de toute une génération. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres.
À Bagdad, un nouvel attentat fait 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. Une voiture piégée a explosé au milieu d'une procession de fidèles chiites en plein pèlerinage. Une situation à bien des égards hors de contrôle en Syrie, affirme John Kerry. À Genève, le secrétaire d'État américain tente d'arracher une trêve à Alep, où les combats continuent et ont repris après une semaine des pluies meurtrières pour ses habitants. À 6 jours des municipales, le courant du futur et les forces libanaises réaffirment leur partenariat. À la Maison du Centre, Saad Hariri et Samir Jaja dénoncent une guerre d'extermination contre les civils syriens. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي